Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons avec vous une autre séance. Il s'agit de la langue, suite à ce que vous avez déjà vu en ce qui concerne la lecture. Et donc, il s'agit toujours du même module, le module 3, un roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné, écrit par Victor Hugo. Notre séance, donc, aujourd'hui, c'est une activité de langue. Il s'agit de la tonalité ironique. Nous nous arrêtons un petit moment sur le mot tonalité. On l'appelle aussi le ton, mais on peut l'appeler aussi un registre littéraire. Pour le moment, appelons-le tonalité. Le support sur lequel nous travaillons, c'est le chapitre 20e. À partir de « Ils ne croient pas » jusqu'à « Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ?» C'est le passage que nous avons choisi. Notre objectif dans ce passage, c'est d'analyser le rôle de l'ironie dans la dénonciation, c'est-à-dire comment le narrateur montre qu'il n'est pas d'accord avec tout cela à partir seulement de l'ironie. Et donc, pour une première entrée, nous définissons un petit peu la situation. Premièrement, nous nous posons la question, qui parle ? Vous le savez déjà, c'est le narrateur. Deuxièmement, de qui parle-t-il dans ce chapitre, ou du moins dans ce passage? Il parle du geôlier. Le geôlier, un parmi les gardiens de la prison. Puis, de quoi il parle? Il parle bien sûr du comportement absurde des geôliers. Un comportement qui ne se comprend pas parce qu'il est parfois contradictoire. Mais aussi de la monstruosité de la prison qui se trouve à Bicêtre. La monstruosité vient de monstre, c'est l'image que nous avons tous, bien sûr, d'une prison comme celle-ci. Mais la question suivante qui doit se poser, c'est comment il parle de ces gens? À l'aide de quels moyens stylistiques? Quels sont ces moyens sur lesquels il se base pour parler de cette manière? Cette manière qui est bien sûr l'ironie. La question qui s'impose aussi, c'est pourquoi il ironise et se moque de l'espace et des hommes. L'espace, c'est la prison, c'est Bicêtre, et des hommes, ce sont les geôliers, les guichetiers, etc. Alors, pourquoi se moque-t-il exactement du geôlier et de Bicêtre? Nous allons essayer de répondre à cette question par un petit relevé des indices qui le montrent. Nous allons focaliser surtout, nous allons axer notre analyse sur ces indices stylistiques. Et donc, il y aura des figures de style qui participent à l'ironie. Cette tonalité, pour commencer, est-ce qu'elle concerne seulement ce texte? Pardon, est-ce qu'elle concerne seulement une partie de ce texte? Ou bien concerne-t-elle le texte tout entier? Un moment de réflexion. Voici la réponse. Dans ce passage, l'ironie est globale. Elle couvre tout le passage, tout le texte. C'est une tonalité centrale dans l'œuvre tout entière. Ça veut dire que si on lit le roman de Victor Hugo, nous allons découvrir que l'ironie va du début jusqu'à la fin. Elle concerne l'œuvre tout entière, elle dépasse les limites de ce passage. Voici donc un tableau pour organiser les relevés. Sur cette colonne, nous avons des exemples qui viennent bien sûr du texte, chapitre 20. De l'autre côté, les indices de l'ironie, ce qui participe à la formation de cette tonalité ironique, et puis les faits recherchés, puisqu'il est vain de chercher une figure de style ou un autre élément dans le texte si il n'est pas significatif dans le texte. Il doit avoir une fin, un but. C'est l'effet qui est recherché par l'auteur. Le premier exemple, donc, il ne croit pas, ce geôlier, que j'ai à me plaindre de lui et de ses sous-geôliers. L'indice
c'est une figure de style qui est l'antiphrase. Pour l'effet recherché, c'est de montrer la stupidité de ce geôlier. Deuxième exemple, il a raison, pour dire, à vrai dire, qu'il n'a pas raison. C'est une antiphrase. L'effet recherché, c'est toujours la stupidité de ce geôlier. Troisièmement, ce serait mal à moi de me plaindre. Ils ont fait leur métier. Ils m'ont bien gardé. Et puis, ils ont été polis à l'arrivée et au départ. Rappelons-nous ce qu'il a dit dans le chapitre 5e. Bon, tout cela veut dire le contraire de ce qu'on entend. Ils ont fait leur métier, c'est le métier du geôlier, être un peu rude avec le prisonnier, le traiter comme un prisonnier. Le prisonnier, à ce moment-là, ce n'est même pas un homme, et il le dit dans le roman, dans un autre chapitre. C'est donc une antiphrase qui nous montre l'ironie. Il s'agit de souligner l'opposition entre le sentiment du narrateur et l'attitude machinale et l'insensibilité des geôliers. Ils sont comme des machines, ils travaillent selon des ordres, ils exécutent. Passons aux autres exemples. Ne dois-je pas être content? Pensez-vous qu'il puisse être content dans ces conditions? Et donc, puisqu'il a toute cette situation, je dois être content. C'est-à-dire, puisque je suis traité ainsi, je suis en prison, je ne suis qu'un numéro dans la prison, on ne peut pas être content. C'est une antiphrase. C'est pour exprimer son amertume à l'intérieur. Ce goût amer qu'il ressent. L'exemple suivant, ce bon geôlier, avec son sourire bénin, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui espionne, ses grosses et larges mains, c'est la prison incarnée. Ses bicêtres qui s'est fait homme. Donc le geôlier, qui est un homme, il représente le lieu. C'est comme si la prison, qui avait pris la forme d'un homme, elle s'est faite geôlier. Comme figure de style, nous pouvons en relever plusieurs dans le même passage, dans ce même exemple. Mais il y a l'antiphrase, tout d'abord, qui prime, avec un peu d'hyperbole. C'est une description plutôt hyperbolique. Le but, c'est de décrire le comportement contradictoire du geôlier. L'exemple suivant, tout est prison autour de moi. Je retrouve la prison sous toutes les formes, sous la forme humaine comme sous la forme de grilles ou de verrous. Les grilles, le grillage des fenêtres, mais aussi les voitures qui le transportent, elles portent ce grillage, ce sont des grilles, et aussi les verrous qu'on passe pour fermer les portes. Alors donc, le moyen ou l'indice, il s'agit d'une hyperbole ironique avec bien sûr une comparaison ironique. L'hyperbole, tout est prison. Tout ce qu'il voit, c'est une prison pour lui. Et puis, la comparaison, puisque nous avons le moyen comme. L'effet recherché par ce moyen, c'est de montrer comment toute sa vie se réduit à une prison. Lui qui était heureux, nous l'avons déjà vu dans l'Incipit, maintenant, toute sa vie se réduit à la prison. Il ne voit rien, ce sont des murs, tout simplement, et donc toute sa vie se réduit en une prison. 7. C'est la prison en pierre. Cette porte, c'est la prison en bois. Ces guichetiers, c'est la prison en chair et en os. 3 périphrases symétriques pour nous montrer l'ampleur, la grandeur de l'emprisonnement. Il n'y a aucune issue, aucune sortie. Il ne peut pas échapper à cela.
L'exemple suivant. La prison est une espèce d'être horrible, complet, indivisible, moitié maison, moitié homme. Le procédé, c'est une métaphore, une sorte de comparaison sans le moyen. L'effet recherché, c'est cette vision épouvantable de la prison. Le 9e exemple, je suis sa proie. Elle me couve, elle m'enlace de tous ses replis. C'est une métaphore. Il s'agit bien sûr de décrire la monstruosité, cela s'ajoute à ce que nous avons déjà dit auparavant, et la férocité de la prison. À partir de ce relevé, nous pouvons dire que l'ironie est une tonalité dominante. Elle domine dans le texte. 9 exemples que nous avons choisis pour vous, et il y en a d'autres bien sûr. Elle est globale. Elle est exprimée par divers moyens, comme les indices que nous venons de voir, les figures de style, pour faire bien sûr d'une pierre deux coups. C'est une forme de dérision qui laisse entendre le contraire de ce qu'elle dit. L'ironie, c'est pour se moquer, une forme de dérision, se moquer. Ce qu'il dit n'est pas ce que nous devons comprendre. Alors, ce qui est dit n'est pas ce qui est pensé réellement. Et donc, ce n'est pas ce que nous pouvons comprendre à première vue avant d'avoir réfléchi sur ce qui est dit. Bon, nous devons retenir donc que le narrateur ironise sur le comportement stupide, inhumain du geôlier. Il exagère aussi les dimensions de la prison, l'hyperbole, souvenez-vous, pour montrer l'ampleur, la largeur, la grandeur de sa torture. Il est torturé par le comportement du geôlier, par la monstruosité du lieu, par, en un mot, sa vie en prison. Ainsi, il dénonce, il nous parle de la prison, du geôlier, de tout le système de cette manière, c'est-à-dire qu'il n'est pas pour, il est contre. Il dénonce cela. Et il le dit à partir de cette tonalité. Il dénonce donc le système carcéral, le système de la prison, système carcéral, avec toutes ses composantes. Et les hommes, et le lieu, et la manière de traiter, ainsi de suite. Passons donc à présent à un exercice. Il ne s'agit pas seulement de ce procédé qui est l'ironie, mais nous avons d'autres procédés. Voici l'exercice. Donc, il s'agit du chapitre 39, le chapitre 39e. Nous essayons, dans ce chapitre, alors tout d'abord il faut le lire, bien sûr, ça va de soi, nous essayons d'étudier l'ironie dans ce passage en nous aidant du tableau suivant. Nous avons des énoncés, ce sont les exemples tirés du chapitre 39. Nous essayerons de définir les moyens qui montrent l'ironie et les effets recherchés par ces moyens qui concourent tous vers l'ironie. Le premier énoncé, ils disent que ce n'est rien. La mort de cette façon est bien simplifiée. Quel est ce moyen? Et puis, quel est l'effet recherché? Deuxième exemple. Et qu'est-ce que donc cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Quel est le moyen? Ce n'est pas forcément une figure de style, ça peut être autre chose. Observons la phrase. Et puis, quel est l'effet recherché? Suite du tableau. Premier exemple. Apparemment, ce n'est pas là souffrir. Quel est le moyen?
et quel est l'effet recherché. Exemple suivant. Compte-t-on, c'est-à-dire est-ce qu'on raconte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui raconte, compter, compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée, sanglante, au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple, cela ne fait pas mal. Est-ce qu'il y a déjà une tête qu'on a coupée qui se dresse sur le bord du panier dans laquelle la tête de l'exécuté tombe? Est-ce qu'elle s'est redressée, elle a parlé au public et elle a dit « ça ne fait pas mal, je suis coupée, mais ça ne m'a pas fait mal ». Quel est donc ce moyen et quel est l'effet recherché? L'énoncé suivant. Y a-t-il des morts de leur façon, c'est-à-dire ceux qui sont morts à la façon de ceux qui ont conçu la guillotine? Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « c'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne ». Un homme qui est exécuté, il revient vers ces gens qui ont inventé la guillotine et il leur dit « merci, cette machine est très bonne, elle tue d'une bonne manière, je n'ai pas souffert et ça fait plaisir de mourir comme ça ». Est-ce qu'il y en a? Donc, le moyen qui est employé dans cet énoncé qui montre l'ironie, et puis, quel est l'effet recherché? La suite. Est-ce Robespierre? Parmi ces gens-là, Robespierre a été tué de cette manière. Est-ce Louis XIV? Pardon, est-ce Louis XVI? Est-ce que ces deux grandes personnalités de la France à ce moment-là, qui ont été guillotinées, sont revenus de leur mort et ils disent « la chose est bonne, la guillotine est bien inventée ». Nous assistons au corrigé dans les tableaux suivants. Alors donc, pour le premier énoncé, ils disent que, etc., jusqu'à, est bien simplifié, c'est un discours indirect. Rapporter les propos de ces gens. C'est le discours indirect. L'effet recherché, c'est ironiser et les propos, la pensée des juges. Ironiser, pardon, les propos et la pensée des juges. Pardon. Puis, deuxième exemple, et qu'est-ce que donc cette agonie jusqu'à la fin? Le moyen, vous le voyez donc, c'est la fausse question. La suite, apparemment, ce n'est pas là souffrir. C'est l'antiphrase. Si on ne souffre pas avec la guillotine, c'est quoi souffrir? Quelle est la définition du mot souffrir selon ces gens? C'est l'antiphrase. Alors, compte-t-on que jamais une tête coupée, etc., jusqu'à la fin? Le moyen, le procédé, c'est une antiphrase exprimée par l'exclamation. Les effets recherchés ou l'effet recherché par tous ces exemples, c'est d'ironiser les propos et la pensée des juges. Ensuite, pour l'exemple 5, de « y a-t-il des morts, etc. » jusqu'à la fin, Louis XVI, c'est une fausse question. C'est-à-dire que tout un chacun sait qu'on ne peut pas avoir un mort ressuscité qui nous parle et qui nous décrit la manière de mourir, que ça fait souffrir ou ça ne fait pas souffrir. Le moyen donc, c'est la fausse question pour montrer que même l'inventeur de la guillotine ne peut témoigner qu'il s'agit d'une mort simplifiée et douce. La fausse question aussi montrait l'absurdité de la pensée des juges. Ils pensent que ça ne fait pas mal. Qui le leur a dit? Dans ce passage donc, marqué par une forte tonalité ironique, l'auteur s'en prend à la pensée absurde des juges. Il attaque la pensée absurde des juges. Il parle des choses qu'ils ne savent pas, à vrai dire, selon
le narrateur. Ces juges qui croient que la guillotine est synonyme d'une mort simplifiée et douce. Voilà donc, je vous remercie. Nous arrivons à la fin de cette séance avec son exercice et vous pouvez encore chercher d'autres exemples comme ceci, l'étudier pour voir l'ironie et son effet. Je vous remercie encore une fois et nous avons rendez-vous avec une autre leçon dans les séances à venir. Au revoir.